Bonjour, Jean-Yves Baudouis, directeur de la bibliothèque musée Ingamertine. Je vous accueille aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu à Carpentras, où je vais vous présenter une exposition sur Joseph Siffret Duplessis, natif de cette ville, et qui fut au XVIIIe siècle un grand portraitiste considéré comme le meilleur sous la cour de Louis XVI. C'est à la fois une bibliothèque avec des fonds patrimoniaux exceptionnels qui sont scénographiés, muséographiés, des collections muséales qui sont souvent liées à ces collections bibliographiques, et on offre aussi une section de lecture publique, une bibliothèque multimédia sur le savoir actuel, les formes, les expressions littéraires et artistiques actuelles. Et c'est ce concept de bibliothèque-musée qui a été à l'origine de la fondation au XVIIIe de cette institution, qui a perduré au fil de l'histoire et qu'on valorise depuis 2024 lorsqu'on a redéployé l'Ingamertine dans ce monument historique qu'est l'hôpital des pauvres malades de Carpentras. Alors Duplessis est né à Carpentras en 1725 et son père était chirurgien barbier et aussi artiste amateur, peintre amateur et quasi professionnel. Et il va finir par abandonner, le père de Duplessis, son activité de chirurgien barbier pour s'adonner pleinement à la peinture ornementale et à quelques tableaux de chevalet aussi. Et donc il va encourager son fils à épouser cette carrière artistique. Duplessis, donc à l'âge de 15 ans, va partir à la Chartreuse du Val de Bénédiction, à Villeneuve-les-Avignon, où il va intégrer l'atelier du frère Humbert, qui était un moine chartreux. Et là, il va y passer à peu près 4 ans. Il est affermi dans son choix artistique. Il va faire le voyage à Rome en 1744 et il intègre à Rome l'atelier de Pierre Subleras, qui était un languedocien, un français, très célèbre à Rome. C'est le dernier artiste à recevoir une commande pour orner la basilique Saint-Pierre. Il revient à Carpentras vers 1747-48 et là, il va recevoir des commandes, ses premières commandes de portraits et surtout ses commandes de peinture religieuse pour la cathédrale Saint-Siffrin. On y trouve la Pentecôte et l'invention de la croix par Sainte-Hélène, qui sont ses deux seules peintures d'histoire religieuse en fait qu'il ait réalisées, avant qu'il se spécialise après dans le portrait. Il quitte Carpentras en 1752, il va à Paris. On ignore, pendant presque une dizaine d'années, on ignore ce qu'il fait. Et il réapparaît en 1764, et c'est à partir de là qu'on retrouve Duplessis et qui relance sa carrière publique, et puisqu'il sera après agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1769, là il va présenter une dizaine de tableaux, et ces tableaux vont être remarqués par la critique et le grand public, et ce qui va véritablement lancer sa carrière de peintre de cour. Alors l'art de Duplessis, l'art du portrait, ce qui le caractérise, c'est la ressemblance. Déjà, tous les critiques ont souligné la vérité, la ressemblance de ces portraits. Et il y ajoute toute une qualité aussi dans le rendu des matières, comme on peut le voir là sur son autoportrait qu'il peint en 1780, où il rend compte des matières de ses habits, et notamment sur les soieries, les dentelles, les fourrures aussi. Il a cette capacité, ce talent à rendre de manière illusionniste la matière. Il était connu aussi pour exceller dans le rendu des carnations et surtout dans sa capacité à rendre compte et à peindre les caractères, la psychologie en fait de ces personnages. Et ce portrait, là, cet autoportrait, il est peint au fait de sa gloire, et je pense que lorsqu'on regarde le portrait, on voit effectivement que c'est un personnage satisfait, heureux et rayonnant.
Nous sommes ici dans la section sur la carrière académique de Duplessis. Donc je vous disais qu'il arrive à Paris vers 1752. En 1764, il est agréé à l'Académie de Saint-Luc et en 1769, il va être agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et donc dans cette section, on présente à la fois des tableaux qu'il a exposés à l'Académie de Saint-Luc et d'autres qu'il a exposés à partir de 1769 au Salon. Et on présente aussi les deux morceaux de réception lorsqu'il est promu conseiller à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et je tenais à vous présenter le tableau qui va vraiment lancer la carrière de Duplessis. C'est le portrait de François Arnauld. C'était un abbé qui était un natif du comté avenessin. Il est né à Aubignan, il a fait ses études à Carpentras. Et c'est un personnage qui part à Paris dans les années 1750, lui aussi, et qui va être un célèbre journaliste, un novelliste, critique littéraire, critique de musique aussi, et qui était connu en fait pour son esprit vif. Et il animait les salons parisiens, il était couru un peu de ces mondanités parisiennes. Et il va peindre ce tableau et le présenter au Salon en 1769 lorsqu'il est agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et c'est ce tableau que Diderot va valoriser. Il va dire dans sa critique que soudain surgit ce Duplessis qui restait caché une dizaine d'années et qui se montre soudain avec 3 ou 4 portraits vraiment très beaux. Et il va faire l'apologie de ce portrait où il va souligner que Duplessis a rendu tout le caractère, le feu véritablement de ce personnage. Et vous voyez, c'est un tableau où le fond, l'habit est peu développé, peu traité, et l'artiste se concentre vraiment sur le visage et sur le regard. Et il suffit de regarder effectivement ce regard, et on comprend tout, je pense, du caractère de François Arnauld et son intelligence. À partir du moment où Duplessis est agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture, son talent va être reconnu et il va recevoir de prestigieuses commandes. Et notamment en 1771, le portrait équestre de la dauphine Marie-Antoinette. Donc il va réaliser quelques études de Marie-Antoinette et en dresser, vous voyez, cette première ébauche, cette étude du visage. Et malheureusement, pour lui en tout cas, ce tableau va être abandonné. Sa qualité, je vous disais, c'était la ressemblance en fait à Duplessis. Et il a peint Marie-Antoinette telle qu'il la voyait. Et elle, peut-être qu'elle voulait son portrait tel qu'elle se voyait. Peut-être qu'entre les deux approches, il y a eu une différence et divergence qui a fait que Marie-Antoinette ou son entourage ont abandonné ce portrait équestre, qui plus est, qui était une composition ambitieuse. Et on sait que Duplessis travaillait très très lentement. Et cette lenteur a pu aussi expliquer l'abandon de cette commande. Pour autant, ça n'empêche pas Duplessis de poursuivre sa belle carrière et en 1775, il va recevoir sa plus prestigieuse commande avec le portrait officiel de Louis XVI, le nouveau souverain. Et donc il va réaliser ce portrait en pied qui va lui prendre beaucoup de temps. Donc il obtient quelques séances de pause du souverain et après il va demander à pouvoir assister au sacre à Reims, ce qui va lui être accordé. Et puis après il va négocier avec l'administration royale pour disposer de tous les vêtements et ornements et régalia du souverain. Il va prendre beaucoup de temps en fait, il va prendre presque 2 ans pour réaliser ce portrait en pied et entre-temps, pour satisfaire l'impatience du public, il va réaliser et présenter au salon de 1775 un portrait en buste du nouveau souverain qui est présenté ici, qui vient de Versailles et l'administration royale va commander de nombreuses copies répliques en fait de ces portraits en buste et en pied. Donc le portrait en pied est présenté au salon en 1777 et à partir de là il va recevoir d'importantes commandes de répliques et qui vont lui permettre à la fois d'assurer ses revenus et d'entretenir un atelier puisque lui intervient plutôt sur le visage, sur ses répliques et ses collaborateurs dans l'atelier sur les vêtements et l'environnement. Et là, donc, le tableau qui est présenté est une réplique qui provient du musée Carnavalet à Paris. Et on voit en fait que c'est un travail de collaborateur. On n'y retrouve pas la main de Duplessis dans le rendu de ces étoffes. Et si on compare effectivement, vous voyez, juste à côté, on a le portrait du comte d'Angivillet. Et vous regarderez tout le talent et le soin que Duplessis, donc là c'est une œuvre autographe, et tout le soin de Duplessis à rendre compte notamment des soieries et des autres dentelles. Et ce soin-là, et cette qualité-là, on ne la retrouve pas dans le manteau et le vêtement du souverain Louis XVI.
Donc là, on est dans la section sur l'activité de Duplessis en tant que peintre de cour et de ville. Et c'est ici, en fait, qu'on présente des portraits plutôt d'apparat de ces éminents représentants de l'État français, du royaume, de l'administration royale. Et notamment ici, ce sont peut-être les deux plus beaux portraits d'apparat que Duplessis a produits, avec le portrait de Jacques Necker, qui était le directeur des finances, du trésor, en fait, royal, un réformateur qui va insatisfaire l'aristocratie, puisqu'il a souhaité remettre en cause certains privilèges fiscaux. Et donc il est représenté peu avant sa démission, Jacques Necker, dans son intérieur. Vous voyez, c'est un portrait à mi-jambe et où l'artiste Duplessis a soin effectivement toujours de représenter les carnations, le visage, le caractère du sujet, mais où il va beaucoup insister sur tout ce qui contribue à rendre compte du rang du personnage avec ses vêtements et donc notamment ce vêtement de velours. Et à côté, on a son épouse, Suzanne Curchod, Suzanne Necker en fait, qui animait un célèbre salon parisien, qui est aussi la fondatrice de l'hôpital Necker à Paris. Et elle est représentée, vous voyez, là aussi dans un très bel intérieur. Et Duplessis, là, a beaucoup insisté sur le travail sur les soieries, cette robe en soie blanche qui plus est. Et là, on peut, je trouve, admirer tout le talent de Duplessis dans le rendu de ces étoffes. Et ce sont, voilà, ici, dans cette section, on a beaucoup de portraits d'apparat, notamment sur Pierre Bussy, qui était le garde de la chasse du comte d'Artois et qui représentait dans un très bel habit rouge avec des broderies en fil d'or, et c'est une véritable prouesse dans le rendu de ces étoffes. Là, on est dans la section qui présente les tableaux qu'a peint Duplessis, les portraits réalisés sur d'éminents personnages du monde des arts, des lettres et des sciences. Et parmi ces portraits, il y en a un qui se distingue et qui est sûrement le plus fameux, qui est le portrait qu'il a fait de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a fait un long séjour en France de 1776 à 1785, une sorte d'ambassade où il est venu plaider le soutien de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Et il va déclencher un véritable enthousiasme à Paris. C'était un homme de science, il est connu pour ses expériences sur la foudre et le tonnerre et le paratonnerre. C'était un homme aussi de lettres, un imprimeur, un journaliste, un homme surtout engagé après politiquement, et il va susciter un véritable enthousiasme à Paris. Il va être une sorte de modèle pour nombre de personnages de ce siècle des Lumières. Et Duplessis va recevoir une commande de Loret de Chaumont qui hébergeait à Passy Benjamin Franklin, et Duplessis va réaliser un portrait qu'il va présenter au salon en 1769 et qui va déclencher là aussi un véritable flux de louanges à la fois sur le personnage et sur la qualité de Duplessis à le représenter. Et on le voit là dans toute sa vérité. Benjamin Franklin, c'est un homme âgé et qui est représenté dans sa rusticité avec un manteau rustique, avec son col de fourrure, et on voit voilà tout le caractère, les traits du visage. Duplessis montre le personnage tel qu'il le voit, sans l'embellir, sans l'améliorer. Et c'est ce portrait voilà qui va partir aux États-Unis en fait. Il nous provient du Metropolitan Museum of Art à New York, et c'est un portrait qui est depuis 1929 reproduit sur les billets de 100 $. Et ce qui fait que notre artiste carpentrassien, peut-être peu connu aujourd'hui, a un de ses tableaux largement diffusé dans le monde et très connu et entré dans l'imaginaire collectif. Alors il a fait plusieurs versions, et notamment une autre version en habit gris, qui est un pastel qui se trouve à la bibliothèque publique de New York, et qui semblerait être le portrait original au pastel. Et Duplessis a fait après plusieurs aussi répliques de ces portraits, notamment une réplique qui avait été commandée par une voisine de Loret de Chaumont à Passy. Une réplique en habit gris a été acquise par la Smithsonian Foundation à Washington, et Joe Biden, lorsqu'il avait été élu président des États-Unis en 2020, avait fait accrocher ce tableau de la Smithsonian Foundation dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Là, on est devant trois tableaux qui illustrent le travail d'atelier de Duplessis. Et en 1785, il présente au salon le portrait du docteur Lassonne, qui était le premier médecin de Louis XVI, qui était un natif de Carpentras d'ailleurs, pour la petite histoire.
Et devant le succès de ce portrait, il va recevoir d'autres commandes de répliques de cette effigie du docteur Lassonne et il va faire travailler son atelier. Et on a ici un exemple de 3 versions, de 3 répliques réalisées par l'atelier, donc où on voit ce beau vêtement en soie et le visage où intervient le maître pour rendre compte vraiment des traits réalistes du personnage. Il y a une petite surprise, c'est le ton différent sur le 3e portrait. On ne sait pas l'expliquer. A noter que ces 3 tableaux ne sont pas signés. Il est vraisemblable que Duplessis ait signé l'original, qui n'est aujourd'hui pas localisé, et qu'on est là en présence de 3 versions d'atelier. Je vous disais tout à l'heure que Duplessis, une de ses qualités, c'était de dresser des portraits psychologiques de ses modèles. Alors si dans les portraits d'apparat, il s'est surtout concentré sur le rendu de l'apparat, justement, des étoffes, de l'environnement, sur ses portraits de la clientèle de province, il a davantage dressé ses portraits psychologiques et intimistes. Et c'est là où surtout il a capté véritablement la vie de ses personnages, en fait, de ses modèles. Et je pense qu'on en a un très bel exemple avec ce portrait d'Abraham Fontanelle, qui était un libraire, marchand d'estampes et de livres anciens à Montpellier, qu'il a peint en 1779, ce très beau portrait, très étonnant en fait, très moderne, et on y voit à la fois tout son talent dans le rendu des étoffes, avec cette chemise blanche, ce gilet en soie, avec un col de dentelle, col en bois échancré, où il ose Duplessis montrer le haut du torse de ce personnage, et surtout voilà, il se concentre après sur le visage de Abraham Fontanelle. On voit toutes ces rides, on voit tous ces détails dans le visage, et ce sourire et cet air railleur que ses contemporains, il a été présenté au salon et tous les critiques ont noté l'air railleur d'Abraham Fontanelle, et je répète, c'est vraiment la qualité là qui s'exprime de Duplessis en tant que portraitiste psychologue en fait. Alors la fin de la carrière de Duplessis est un peu difficile, donc il est affecté par des problèmes de santé, notamment de sa vision. À partir des années 1785, il est aussi concurrencé par la nouvelle génération de portraitistes et d'artistes, incarnés notamment par Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. Et la Révolution véritablement vient mettre un terme à sa carrière, puisqu'il perd sa clientèle, aristocrate et de ses élites de province, et il va venir se retirer dans un premier temps à Villeneuve-les-Avignon et à Carpentras. Sa mère décède en 1792 et on le retrouve dans la région à cette période. Il n'a pas de revenus, il vit chichement, difficilement, et il va entreprendre des démarches auprès de l'administration révolutionnaire, et il sera nommé conservateur au nouveau musée installé à Versailles en fait. Il va être d'abord conservateur des peintures, puis conservateur des sculptures. Et c'est à Versailles qu'il finira sa vie, au château de Versailles, qu'il finira sa vie et qu'il réalise cet autoportrait peint en 1799, où là on le voit dans toute sa réalité d'un homme âgé, affecté par des problèmes de santé, et très loin en fait de cet autoportrait qu'on avait vu en introduction, où il était rayonnant au fait de sa gloire. Alors Duplessis est mort en 1802 à Versailles dans un relatif anonymat. Et c'est un personnage après qui va rentrer complètement dans l'oubli, à part quelques grands érudits et artistes qui le continueront à connaître, son œuvre. Et ça peut s'expliquer premièrement durant sa vie. C'est un personnage qui n'a pas recherché les mondanités. Il a peu peint aussi, et on pense qu'il était affecté de problèmes de surdité, ce qui peut expliquer cette réserve. Et surtout, il avait un cercle d'amis, José Vernet et d'autres personnages, François Arnaud et d'autres, voilà. Mais il a peu fait parler de lui dans ces cercles mondains. Et sur ce qui peut expliquer donc une partie de son oubli, et l'autre partie c'est tout simplement qu'au XIXe siècle, le genre du portrait va entrer dans un relatif déclin et dédain. C'est l'art du paysage qui va s'imposer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et tous ces portraitistes qui ont connu un destin fameux en leur temps vont être relativement oubliés. Et c'est récemment qu'on est en train de redécouvrir un peu ces portraitistes. Il y a quelques très belles expositions qui ont été produites, notamment sur Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, qui a mis un peu en exergue tout le talent, Alexander Roslin aussi, tout le talent en tout cas de ces portraitistes
artistes sous Louis XVI. Et donc aujourd'hui, en 2025, avec cette exposition qui est présentée à Carpentras, on voit aussi, on rend compte aussi du talent de ce natif de Carpentras, de ce Duplessis, qui fut considéré, il faut le rappeler, par ses contemporains, comme le Van Dyck de l'école française.